du jour. Au cœur de l'actualité, cette loi d'urgence agricole qui avait pour but de calmer la colère agricole qu'on a beaucoup exprimée à l'antenne. Hier, il y a eu des débats très houleux à l'Assemblée nationale. Mais que pensent réellement les syndicats de cette loi d'urgence agricole? Nous sommes avec Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale. Bonjour Bertrand Vantaux. Bonjour. Bonjour Bertrand Vantaux, merci d'être ici en direct en studio sur Sud Radio pour parler. Je vous ai très souvent eu depuis l'année dernière, puisque l'actualité agricole est douloureuse et revient souvent sur le devant de la scène. Là, nous avons une loi d'urgence agricole. Oui, on aurait bien voulu que l'urgence soit prise en considération différemment qu'avec les critères que Madame Annie Genevard a retenus. Il faut parler, en voyant cette loi, il faut parler de recul historique en matière d'environnement, notamment. Alors bon, certains agriculteurs me disent attention, tout n'est pas à jeter dans cette loi, ce qui est en général le cas dans une loi, tout n'est pas à jeter. En revanche, les aspects négatifs et inacceptables de cette loi d'urgence sont tout à fait scandaleux. Comment se fait-il que le gouvernement puisse faire preuve d'autant de cynisme, en obéissant strictement aux consignes de la FNSEA? Là, c'est clair et net. Alors, il faut être honnête aussi. La loi d'urgence, c'est une loi qu'a prônée la FNSEA. Il y a quand même des volets qui peuvent être positifs dedans pour les producteurs, en particulier en les rendant une certaine liberté, en particulier sur l'eau, sur la prédation et sur les moyens de production. Parce que si aujourd'hui on veut retrouver de l'autonomie, de l'autosuffisance alimentaire, il y a un gros travail à faire parce que malgré tout, l'écologie punitive et décroissante nous a enfermés dans un carcan français. C'est clair. Pour détricoter 30 ou 40 ans de déproduction et de choses qui nous ont entravés, il y a quelques points dans cette loi qui sont quand même assez intéressants sur le volet eau. Alors, il manque quelque chose dedans, c'est le recours aux produits phytosanitaires qui ont été interdits. Parce que la vraie question qu'il y a derrière, c'est comment on nourrit la classe moyenne française. Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien la montée en gamme, il en faut, il n'y a pas de sujet. J'ai vu la tribune des 50 restaurateurs de haut niveau qui défendent ça, mais sauf que tout le monde aujourd'hui ne peut pas se payer le label, le bio et ainsi de suite. Donc, si on ne reproduit pas aujourd'hui du porc, du lait, de la viande et aussi certaines productions végétales spécialisées pour que la classe moyenne puisse la consommer, ça veut dire qu'elle viendra d'ailleurs avec des produits qui sont bien plus dangereux que ceux que peuvent utiliser aujourd'hui, ou qui peuvent plus utiliser d'ailleurs les agriculteurs français. Pour autant, cette loi d'urgence n'encourage pas la production de qualité. Et qui dit production de qualité ne veut pas dire production élitiste, réservée à des gens qui ont les moyens. Production de qualité, c'est une production française qui est protégée contre les importations d'aliments dont l'élaboration ne respecte pas les codes européens. Et donc la réponse du gouvernement, on a l'air, en lisant cette loi, de dire on va faire du productivisme, comme ça on va s'aligner sur les autres pays. Là, de ce côté-là, c'est dommage quand même d'avoir cette vision-là. Au lieu de protéger l'agriculture française par des taxes ou des mesures de restriction d'importation, on dit non, élargissons le productivisme, revenons aux consignes de la FNSEA, faisons de l'industrie agricole, on sera comme ça compétitif sur le marché international. Après, il faut pas se mentir non plus, on a besoin d'un tissu industriel pour pouvoir produire et que ce soit accessible pour les classes moyennes. Donc, je le répète... mais qualitative. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de sujet à avoir là-dessus parce que tout ce qui va être produit, par exemple, prenons de la volaille qui serait produite dans un bâtiment qu'on peut qualifier d'industriel, elle n'aura jamais rien à voir en termes de qualité avec du poulet ukrainien ou brésilien. Oui, mais comment se protège-t-on du poulet ukrainien? Alors, après, il y a une autre réflexion à avoir. Le vrai sujet, c'est que la politique agricole commune, elle est défaillante parce qu'elle nous protège plus parce qu'on n'a plus produit et parce qu'aujourd'hui il faut inciter les producteurs par une politique de soutien des prix et de l'acte de production à reproduire en Europe et en France. Sauf qu'aujourd'hui la France est encore plus mauvais élève que les pays européens parce que on le voit bien sur la balance commerciale agricole, on est déficitaire. Il faut remettre une PAC comme elle était avant 92 qui nous garantit l'autosuffisance alimentaire mais aussi bien en Europe qu'en France et qui nous sert à nous protéger. Le protectionnisme, c'est pas un gros mot, pas du tout. Aujourd'hui, on le voit sur l'armement, des choses se font, sur l'énergie, des choses se font. Et la souveraineté doit être également, il y a cette trois volets, il faut être armé, il faut avoir de l'énergie et il faut avoir de l'alimentation pour que les peuples ne soient pas vulnérables. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Alors effectivement, il y a la place pour de la qualité, mais la classe aussi pour revenir à un acte de production. La PAC est défaillante depuis bientôt plus de 30 ans parce qu'elle nous a enfermés et on doit revenir à des fondamentaux. La souveraineté alimentaire de l'Europe et de la France doivent primer. Et je dois même dire que si l'Europe veut pas aller là-dedans, la France devrait faire preuve de dire
on va renationaliser la PAC et cette PAC-là va nous servir à produire. Mais si jamais on n'a pas un cadre européen qui nous dit aujourd'hui, on va soutenir le producteur de céréales, le producteur de lait, le producteur de viande et l'OMC aujourd'hui, c'est fini, on s'en fout, on s'assoit dessus comme font les autres, l'agriculture française va mourir et l'agriculture européenne va mourir. Mais Bertrand Vantaux, quand j'entends le mot loi d'urgence, c'est à ce genre de mesure que je m'attends, bien entendu, de protéger nos agriculteurs en priorité. Le mot quantité n'est absolument pas incompatible avec qualité. Ça, ce sont des lubies. Voilà. On peut avoir à grande échelle, et la France l'a prouvé. Elle est peut-être celle qui d'ailleurs a le plus prouvé qu'on pouvait avoir une culture extensive sans que ça soit du productivisme intègre et produire à grande quantité en respectant des normes environnementales et qualitatives. On l'a vu dans la volaille. Je pense tout simplement au poulet de Loué, qui est une référence, voilà, et c'est du bon poulet de ferme en liberté, et c'est pourtant produit à grande échelle, mais avec une éthique, avec des codes. Je pensais que la loi d'urgence, et je pensais moi, tous les agriculteurs concernés pensaient que cette loi d'urgence privilégierait une forme de protection, tout simplement, et Bertrand Vantaux, vous l'avez souligné, il y avait en Europe la préférence communautaire, on se servait d'abord à l'intérieur du marché commun, si on ne trouvait pas cette qualité à ce prix-là, éventuellement on pouvait se fournir ailleurs, mais priorité au marché européen. Et là on a totalement oublié, l'acte unique de 86 a ouvert, a jeté en pâture l'agriculture française à la concurrence mondiale déloyale et faussée, et effectivement cette loi d'urgence ne répare rien. Elle va pas réparer rien, mais elle fait partie d'un arsenal qui sont loi du plomb 1, loi du plomb 2 et loi d'urgence qui peuvent permettre de libérer quelques carcans où on avait été enfermé par l'écologie décroissante et la partie, effectivement, réglementaire et législative franco-française. Mais c'est un combat de longue haleine. Effectivement, elle répond pas à une sorte de protectionnisme intelligent. La FNSEA a dit, la FNSEA a dit, cette loi, une fois de plus, va nous sauver et compagnie. En fait, on voit bien, vu les débats parlementaires, ce qui s'est passé, c'est que vous avez deux blocs, un bloc qui veut quelque part essayer de libérer ce qui a été fait depuis 30 ans, vous avez un autre qui s'y oppose, donc c'est une foire d'empoigne, et voilà, et en tout cas moi ce que je dois dire, c'est que par rapport à toutes ces lois-là, on va scruter avec attention le vote des députés. Le sénateur sera peut-être un autre sujet. Oui. Et je vous promets que l'ACR appellera à faire battre les députés qui sont en zone rurale, qui auront voté contre la loi d'urgence agricole, même si elle est un peu, il faut être honnête. Non, mais vous la prenez pas en totalité. Vous ne retenez que ce qui est positif. Il y a des aspects positifs dans cette loi. Bien sûr, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs choses. Mais si vous voulez, déjà, il y avait 3 volets à l'origine qui étaient l'eau, les moyens de production et la prédation. La FNSEA a voulu y mettre un fourre-tout dedans, qu'il s'agit du foncier, des contrats d'avenir qui sont, voilà. Donc déjà, à vouloir suramender, mettre plein de choses dans une loi, au bout d'un moment, on perd le corps de la loi. Donc c'est un sujet. Mais malgré tout, je le dis et je le répète, on va regarder avec attention le vote des députés et on appellera aux législatives prochaines tous ceux qui ont voté contre cette loi à les faire battre en zone rurale. Il est clair qu'en zone urbaine, on va avoir du mal à mobiliser l'électorat, mais en zone rurale, on a quand même encore un peu de poids. Il vous reste encore un petit peu d'influence. On sait aujourd'hui que la PAC est notamment attribuée à la superficie. C'est-à-dire que plus on a de superficie, plus on a de surface agricole en activité, plus on touche. Est-ce qu'on pourrait repenser ce code qui est totalement aberrant et il faut revenir à la PAC d'avant 92. Cette loi d'urgence n'en dit rien, vous êtes d'accord? Ah oui, elle est sur du franco-français, mais malgré tout, il y a une problématique. Mais il faut revenir à une PAC qui soutient la production et le revenu des agriculteurs par un prix. Et quand on aura fait ça, on aura réglé tous les problèmes qui sont liés à ça. Si vous soutenez les gens qui produisent, vous allez soutenir les paysans, qu'ils soient petits, gros ou moyens, et vous n'allez pas aller sauver mais disons que des détenteurs de foncier qui peuvent même jusqu'à être des intérêts étrangers. Il y a eu 2-3 lois Egalim. La première, dans le premier texte, était non seulement acceptable, mais elle était prometteuse. Elle a été retouchée d'une façon un peu sournoise. On a eu quelque chose qui n'aboutit à rien. Julien de Normandie fait une loi Egalim 2. Aujourd'hui, la loi d'urgence agricole, c'est après d'autres lois, après la loi du plomb. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce qu'on veut crever, que nos paysans crèvent? Parce que l'important, c'est que vous viviez de votre travail, que vous ayez une rétribution conforme aux efforts que vous faites et que ceux qui vous achètent, c'est-à-dire les industriels et les distributeurs, respectent votre prix de revient. C'est la base du libéralisme et de l'économie. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On est gouverné par des tarés pour qu'on n'arrive pas à mettre en place un système qui est définitif et puis point. Le paysan vit de sa vie et puis ensuite on voit le reste. Non mais on peut très bien se dire on est très content des lois Egalim. Il y a un sujet. Ça résume toute la loi Egalim. Vous avez le seuil de revente à perte qui était des provisions qui étaient faites par la grande distribution pour soi-disant mieux rémunérer le produit. Pas au-dessous de 10%. Voilà. Donc, effectivement, ils ont provisionné.
mais la redistribution n'a pas eu lieu. C'est étonnant quand même, quand on connaît la grande distribution, c'est vraiment extrêmement étonnant. Monsieur Leclerc, ça nous étonne. Oui, mais vous avez des gens qui sont derrière les producteurs et qui sont très organisés entre eux, la grande distribution en fait partie, la coopération agricole des fois peut être aussi pas défendre les producteurs, et vous avez aussi la fédération des commerçants qui est quand même une puissance assez costaud. Donc le rapport de force était pas bon, et on est au 18e volet de la loi Egalim, voilà, donc faut en faire les conclusions. La loi Egalim, elle ne fonctionnera jamais en France, et ce qui pourrait être intéressant et ce qui se fait par moment, c'est des contrats tripartites. Ceux-là, ils sont bien. Et puis, il y a un autre sujet, c'est les relations commerciales. Vous savez qu'aujourd'hui, il est interdit entre des producteurs jusqu'à la revente de s'entendre sur un prix. Ben, c'est une aberration parce que vous avez des filières qui se sont entendus avec les producteurs de façon illégale, je n'ai pas de honte à le dire ici, et où tout le monde était heureux, le producteur, le distributeur et tout. Oui. Donc on a des lois françaises qui se retournent, et il faut laisser faire des fois l'économie et s'entendre les gens entre eux. Et aujourd'hui, le fait de ne pas s'entendre sur un prix entre toutes les maillons de la filière, c'est un sujet qui peut nous poser beaucoup de problèmes. Qui empêche la machine de tourner en rond? Qui empêche les avancées et les progrès? Quand ça va se mettre en place, à un moment donné, ça capote. Ça sert les intérêts de qui? Que les agriculteurs continuent à ne pas vivre de leur travail? Ça peut être des intérêts qui peuvent être étrangers, ça peut être des intérêts de puissance politique qui c'est plus complexe qu'on croit, mais en tout cas, la grande puissance agricole qu'on était s'est effondrée, et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment on la relance. Et comment on arrive à relancer l'agriculture, et en particulier, l'agriculture est un des piliers de l'économie rurale. Si vous n'avez plus d'économie rurale, c'est le vide sidéral, et vous avez une population qui s'installe, et qui n'est pas une population qui veut travailler. Bon, si cette loi d'urgence-là apporte une partie des solutions, je pense qu'on en attend une autre définitive, qui donnera aux agriculteurs et aux agricultrices français les moyens de vivre de leur travail, d'être reconnus, et d'avoir un revenu décent. Oui, mais on a aussi un autre sujet, c'est que le patriotisme français, et en particulier de manière agricole, on l'a oublié. J'ai écouté, on dit, il faut s'approvisionner européen. Non, il faut s'approvisionner français. En priorité. Et même, bien sûr, en priorité. Éventuellement européen si on n'a pas en France, mais d'abord en France. D'abord en France. Notamment les marchés publics, on est d'accord. Oui, mais même si c'est une règle qui est européenne, qui dit que, voilà, on doit s'approvisionner, on s'assoit dessus. Regardez les Italiens, ils ont aucune honte à s'approvisionner d'abord en Italie. Il n'y a pas de sujet. Il faut qu'on trouve un patriotisme et un protectionnisme français. C'est pas une honte, c'est pas un gros mot. C'est normal, c'est ce qui doit se passer. Et la Commission n'a pas envoyé de char d'assaut contre l'Italie pour l'empêcher de défendre ses paysannes et ses paysans. Tout à fait. Merci Bertrand Vantaux d'avoir été en direct. On aura évidemment l'occasion de se reparler parce que je pense que ce sujet n'est pas clos et que des lois agricoles, on va encore en avoir d'autres. On aimerait bien une définitive qui nous permet de sauver cette agriculture française. À bientôt sur Sud Radio.